Markov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous continuons la conversation avec Eve Sevdel, journaliste au desk économique international de l'AFP et auteur de ce livre passionnant, absolument révélateur, Le maire et les barbares, qui est paru chez Albin Michel, qui vient de paraître. Eve Sevdel, alors vous avez commencé votre enquête, vous avez décrit cette histoire quand même assez hallucinante du numéro 2 du gang des barbares, dont la compagne est à un poste non négligeable à la mairie de Bobigny. Et vous avez découvert quoi? Vous avez découvert un véritable système? Un système de pouvoir qui est fondé sur un pacte électoral, on va dire, entre la droite et les cités. C'est-à-dire que la droite, en Seine-Saint-Denis, c'est Jean-Christophe Lagarde, en étant élu en 2001, qui, le premier, en fait, va enfoncer un coin dans la forteresse PC, communiste. Voilà. Dès 2001. Dès 2001, c'est le premier. Ouais. 13 ans plus tard, en 2014, il prend la mairie, en s'appuyant donc sur des hommes, et la droite devient majoritaire en Seine-Saint-Denis. Donc, ce qui m'intéressait, c'est cette bascule de 2014. Comment la droite, finalement, du centre où la droite plus LR va réussir à s'imposer, à Aulnay-sous-Bois aussi, avec Bruno Béchiza, au Blanc-Mesnil, avec Thierry Maignan, à Saint-Ouen, avec William Delannoy. Il y a plusieurs villes comme ça qui basculent. Et comment, en même temps, pratiquement. En même temps, voilà. 2014. Voilà, en 2014, au moment des dernières municipales. D'accord. Et en fait, à Bobigny, ce que j'ai découvert, c'est que pour conquérir cette ville acquise aux communistes depuis un siècle, et qui était quand même bien en main, la droite pouvait s'appuyer sur l'électorat, on va dire, pavillonnaire, mais en revanche, les cités étaient acquises à la gauche et en particulier la population, on va dire, musulmane de la ville, qui est très importante dans cette ville, où était acquise, on va dire, au parti de l'abstention. Voilà, oui, c'est ça. C'est une ville où il faut bien voir qu'on gagne une élection avec 5000 voix. C'est ça. Il y a 50 000 habitants. Il suffit que 10% aillent voter. C'est ça. Voilà. Il y a 50 000 habitants, il y a à peu près 20 000 inscrits sur les listes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas naturalisées, d'immigration récente, etc. Bobigny, c'est un peu la porte d'entrée, parce que Roissy est pas loin, de l'immigration aussi récente en France, sur le territoire français. Et donc, il y a à peu près 20 000 inscrits, il y a 10 000 votants, la moitié. Donc ça suffit pour faire pencher la balance. Et donc, avec 5 000 voix, donc 5 000 voix, très important, ils sont allés les chercher dans les cités. Ouais. La principale cité de Bobigny, c'est la cité Paul-Éluard, grande cité sur dalle du centre-ville. Et c'est dans cette cité a grandi Jean-Christophe Sambou, donc numéro 2 du gang des barbares, et ses copains, qu'on va retrouver ensuite au pouvoir ou dans les allées du pouvoir. Voilà. Donc, ils se sont appuyés sur cette... Jean-Christophe Lagarde s'est appuyé... Donc, pour prendre le pouvoir, ils sont appuyés sur... Voilà, ils ont financé, si vous voulez, les associations, des associations dont les responsables sont en quelque sorte les caïds locaux. Donc ça, la réserve parlementaire va être un des moyens de cette alliance avec les cités. Ils vont dans une autre cité qui s'appelle... l'Abreuvoir, qui est aussi une grosse cité de Bobigny, ça va être là plutôt le club de foot, qui va être financé, dont le président va devenir chef de cabinet, parce que club de foot, c'est 1200 licenciés, donc c'est un démultiplicateur de voix plus énorme. Leur famille, etc. Voilà, etc. exactement. Donc avec ces deux cités, ils ont réussi à prendre la ville. Donc effectivement, avec l'argent de la réserve parlementaire qui allait à des associations sans grand discernement, à des associations d'insertion, d'aide aux devoirs, et sans aussi contrôler exactement ce qu'ils font, etc. Exactement, voilà. Et des associations religieuses dont ensuite les leaders ont été récompensés par des postes, souvent à responsabilité. Là, il y a une véritable, comment on pourrait dire, promotion. Enfin, moi, ce que je montre dans mon livre, c'est une sorte de promotion de la voyoucratie, en fait. Ouais, c'est ça. L'appareil municipal recyclant, en fait, étant comme recyclant, voilà, et les plaçant à des postes divers et variés. C'est ça, recyclant la voyoucratie, les plaçant, enfin, eux-mêmes se plaçant, en fait, à des postes très importants, à des niveaux de rémunération qu'on atteint en général après 20 ans, 25 ans d'ancienneté. Tout ça a été documenté, ça a été ma chance, par un rapport de la Chambre régionale des comptes, des magistrats qui ont enquêté sur la ville. Vous avez trouvé tous les faits. Voilà, donc tout ça a été extrêmement bien documenté.
Et justement, vous parliez de... mais c'est Aude Lagarde, c'est elle qui a la mairie de... Drancy, ouais, de Drancy, c'est voilà, ça. C'est-à-dire que suite à la loi de non-cumul des mandats... Donc la femme de Jean-Christophe Lagarde est maire de Drancy aujourd'hui à cause du non-cumul des mandats, bien sûr. C'est ça, parce qu'il a été donc réélu pour un 4e mandat, Jean-Christophe Lagarde, en 2017, juin 2017, comme député. Il a cédé à ce moment-là la mairie à sa femme Aude Lagarde, qui est actuellement candidate avec le soutien de à sa réélection avec le soutien de La République En Marche, enfin à son élection, parce qu'elle n'a jamais été élue. Et par rapport à l'affaire Fillon, elle est surnommée dans la ville Pénélaude, parce que... il y a des emplois fictifs aussi. Voilà, alors il y a une plainte en tout cas qui a été déposée par l'opposant et actuel candidat aussi à la mairie, Hassen Chiban, pour emploi fictif, et qui a donné lieu, parce qu'elle était à la fois conseillère régionale, municipale, assistante parlementaire, enfin elle cumulait un certain nombre d'emplois, et qui a donné lieu, important de le dire, à l'ouverture d'une enquête du parquet national financier il y a 1 an pour détournement de fonds publics. Alors, restez avec nous, Ève Seftel, c'est un livre absolument passionnant, et ce que vous racontez est passionnant, parce que justement, comment... en fait, on peut dire qu'il y a une mafiosisation, quelque part, du pouvoir. Hein. Mafiosisation, c'est le terme, on peut en parler. On va en parler tout à l'heure avec les auditeurs de Sud Radio. Et ce livre s'appelle Le maire et les barbares. Vous restez avec nous à l'écoute de Sud Radio sur des révélations quand même invraisemblables sur le clientélisme, notamment politique, dans la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous êtes aussi concerné dans les villes où vous habitez? Peut-être, pas forcément d'ailleurs en Seine-Saint-Denis, ça peut être dans le Val-de-Marne, ça peut être en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou pourquoi pas dans le Sud-Ouest. Eh bien, vous nous appelez 0826 300 300. On se retrouve juste après les informations sur Sud Radio en compagnie d'André Berkoff dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Coronavirus, procès Fillon, et puis ce mariage. Est-ce que c'est un mariage pour tous, ce mariage, effectivement, entre certains maires de cité et de banlieue et certains pouvoirs locaux ou caïdos? On en parle avec vous, auditeurs de Sud Radio. Et je rappelle qu'on est toujours avec notre invité, Ève Seftel, journaliste et auteur de ce livre Le maire et les barbares, publié chez Albin Michel. 0826 300 300, c'est le numéro qu'a composé Franck, qui nous appelle de Bordeaux. Oui, bonjour Franck. Bonjour Dédé, bonjour à votre invité, merci de me donner la parole. Dites-moi. Alors, moi je voulais réagir par rapport aux 5000 votants pour élire un maire dans des communes de la banlieue rouge. Faut savoir que c'est vrai aussi pour l'Assemblée nationale. Si on compte les votants, les inscrits, les abstentions, les votes nuls, les votes blancs, la majorité actuelle a été élue avec 13% des voix. Et a permis d'élire 350 députés avec 13% des voix. Donc pour moi c'est un braquage, ni plus ni moins, et c'est pour ça que j'en veux énormément à cette majorité. Normalement, si ça avait été un peu honnête, il y aurait eu une dissolution de l'Assemblée et un remaniement de la Constitution, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de proportionnel, on a envie de ricaner par rapport à la représentativité, effectivement. En même temps, on peut se poser la question, Franck, de savoir pourquoi les gens vont pas voter, etc., le vote blanc. C'est vrai que c'est très compliqué, cette histoire. Et vous voyez ce que disait Ève Seftel, c'est vrai, dans les villes, voilà. En fait, c'est la même chose. C'est un peu le même système. Il y a une fatigue démocratique et c'est dangereux d'ailleurs parce que, d'une certaine façon, le meilleur vecteur des systèmes mafieux, c'est ça, c'est ces systèmes politiques fatigués où la vigilance citoyenne s'effrite. Et après, est-ce qu'il faut rendre le vote obligatoire? Enfin, je veux dire, il y a des solutions et pourquoi pas, je veux dire. Et pourquoi pas? Moi, personnellement, très sincèrement, je suis pour le vote obligatoire. Qu'une fois, tous les 5 ans, les gens, que ce soit les Français, puissent bouger leur séant pour aller vraiment, ça ne demande pas des efforts herculéens, quoi. C'est parce que sinon, c'est très joli de se plaindre après, mais si on n'est pas allé voter, si on n'est pas, alors on dit oui, après on pleure et on dit ah là là, qu'est-ce que ça veut dire, c'est politique. Moi, je suis d'accord avec Franck, bien sûr. C'est vrai que cette majorité élue de 13% des inscrits, mais alors, rendons le vote obligatoire et à ce moment-là, on saura à quoi s'en tenir. Complètement. 0826 300 300, on retrouve Karim qui nous appelle d'Aulnay-sous-Bois.
Oui, bonjour. Oui, bonjour merci Karim. de me donner, Monsieur Berkoff, merci, bonjour. Merci de me donner la parole à vous, à votre invité. En fait, moi, je voulais parler un petit peu de coronavirus parce que c'est un peu mitigé. On voit des comportements assez bizarres. Oui. Donc, en fait, je fais le fameux métier de VTC. Oui. Et pendant ce week-end, j'ai accepté une course dans le 17e. Oui. J'arrive, je trouve un jeune couple d'origine asiatique. Oui. Donc le nom c'était Laurent. Et en fait, ils hésitaient à monter. Et je dis, quel est le souci? Il me dit, écoutez, monsieur, vous êtes le seul qui nous a acceptés. Je dis, comment ça? Ah ouais, c'est fou. En fait, ouais. les VTC et même les chauffeurs de taxi, Oui. ils arrivent. Et en fait, le couple, ils avaient une petite valise. Ouais. Donc eux, ils nous ont dit, voilà, genre, ils arrivent, ils voient le couple, et tout de suite, ils démarrent s'en en vont. trombe. Ah, c'est Voilà, fou. c'est vexant, c'est blessant. Ouais. Il s'appelle Laurent, il a été adopté du Vietnam, il n'a jamais mis les pieds en Chine. C'est des comportements, et sans parler un petit peu de, voilà, donc j'ai pris des gens qui prenaient deux fois 25 kilos de riz. Oui. Parce que voilà, le stock de pâtes et tout ça. Piller les supermarchés, oui. Oui, des gens qui parlent aussi, qui ont beaucoup dans le complot. C'est les États-Unis qui ont fait ça sûr, pour mettre à genoux la Chine, parce que économiquement, c'est l'usine et c'est le supermarché du monde. Donc on voit de temps en temps, sans parler des gens, j'ai eu quelqu'un, je pense, qui doit être salafiste ou quoi, il m'a dit, ça c'est la punition de Dieu, parce qu'en Chine, il y a quand même 21 millions de musulmans, dans une région, je crois. Oui, les Ouïghours, dans le Xinjiang, absolument. Ouais. Voilà, ils sont internés, voilà, ils sont... Donc du coup, c'est la punition divine. Voilà, divine. Voilà, donc bon, ça sert à rien de discuter. Moi, quand j'écoute et voilà, c'est pour vous dire que on voit un petit peu des comportements un petit peu et des gens. Et bon, maintenant en plus, nous on travaille plus parce que c'est. Je sais. Beaucoup de vos collègues me l'ont dit. Mais Karim, vous avez insisté. Écoutez, il est très important votre témoignage. Je trouve parce que vous insistez sur quelque chose qui est assez terrible. Je veux pas dire encore du racisme et tout ça. Mais alors qu'on voit un Chinois et que tout de suite on part en trombe parce qu'il est chinois alors qu'il est, si ça se trouve, il est depuis 25 ans en France, c'est quand même terrifiant. Et cette psychose qui s'empare et tout de suite, effectivement, c'est venu de Chine. Donc tous les Chinois ont le coronavirus. Et ça, c'est terrible. Il faut le dire aux gens. Vraiment, c'est pas possible. Il faut se maîtriser là-dessus et ne pas se laisser aller à n'importe quelle peur ancestrale. C'est terrible. Oui, Ève. Non, c'est intéressant ce que dit Karim aussi par rapport à l'irrationalité en fait qu'a gagné du terrain. Bien sûr. Les théories du complot qui ont l'air bien enracinées. Et là, je pense à mon enquête justement. La droite a aussi gagné finalement ces villes de banlieue en utilisant, vous savez, la campagne en faveur des journées de retrait de l'école, en disant à l'école publique, on apprend aux enfants la sexualité. À se maquiller en femme, etc. Exactement. Ouais. Et justement, à Aulnay-sous-Bois, Bruno Béchizac a conquis la mairie aussi en faisant, on va dire, de l'œil chez les musulmans conservateurs et en distribuant, ça c'est dans mon livre et ça m'a été confirmé, un petit livre qui était censé être enseigné à l'école publique qui s'appelait Mehdi met du rouge à lèvres pour dire regardez ce que fait ce qui se passe à l'éducation nationale. Voilà, on était en pleine irrationalité. Vous avez entendu parler de ça, Karim, puisque vous êtes de Aulnay-sous-Bois? Oui, j'ai suivi votre invité, je crois que dans les plateaux avec le livre sur la mafia. Bon, en fait, ça existe depuis toujours. Hein, j'ai l'impression, ça existe depuis toujours. Et peut-être que cette enquête, elle va un petit peu nous ouvrir encore plus les yeux. Mais je pense que dans les Hauts-de-Seine, en Côte d'Azur, ça a toujours existé des choses mafieuses. Et je voulais juste moi rebondir parce que je voudrais donner mon soutien à Pascal Praud par rapport à ce qu'il les menaces de mort et tout ça. Mais par contre, c'était un petit peu prévisible, si vous permettez, parce que depuis je le suis moi sur les 2 émissions, je le regarde en podcast et tout ça. Parfois, il a des les chroniqueurs
ou les chroniqueuses qu'il a, ils vont toujours dans le même sens, et ça date depuis la sortie de la dame avec le voile. Donc du coup, parfois ils n'invitent pas des gens qui ont Non mais Karim, vous avez ça effectivement, et ça se discute tout à fait de savoir s'il y a des gens d'un côté ou d'un autre. Effectivement, il faut avoir, moi en tout cas c'est notre règle ici et ma règle, d'avoir des gens de toutes les opinions. Simplement, c'est vrai que quelle que soit la chose, peut pas arriver, on peut pas à menacer, allez, tu vas avoir une balle dans la tronche et puis on va te mettre le canon dans la bouche, quoi. Je veux dire, on peut dire, Pascal Praud, ça va pas, on peut même dire, tu es un crétin, moi on accepte même les insultes et pourquoi pas. Mais pas la menace de mort, vous voyez, Karim, c'est ça qui est pas bien, quoi. Merci en tout cas. Merci Karim, et continuez à prendre tout le monde dans votre VTC, c'est quand même sympa qu'il y ait des gens qui résistent à la psychose. 0826 300 300. On trouve Michael tout de suite sur Sud Radio. Oui, bonjour Michael. Oui, bonjour André, bonjour à votre équipe. J'ai vu que du coup votre invité c'était Eve aujourd'hui, et j'avais regardé une autre interview sur une radio concurrente qu'elle a donnée il n'y a pas si longtemps que ça. Et vu que moi j'habite à Levallois, je voulais parler du cas Balkany justement. Ouais. Parce que monsieur Balkany, au-delà de ses affaires, on va dire juridiques, il fait aussi du clientélisme sur Levallois. Et ça, je voulais le dire à Eve, et puis qu'elle continue sur toutes ses enquêtes. Mais par exemple, Levallois, c'est une ville qui est majoritairement où il y a beaucoup de seniors. Oui. Et en fait, monsieur Balkany, ce qu'il fait, c'est qu'il offre des cadeaux à Noël et en été, en juillet. Je crois que c'est aux alentours du 14 juillet, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Et en gros, il paye ça, ces cadeaux-là, il les paye avec les impôts des Levalloisiens, en fait, tout simplement. Oui. Alors, Michael, si je peux vous répondre... Pour moi, c'est très différent. C'est du clientélisme dans les deux cas, ce qui se passe à Bobigny, Drancy et sans doute ailleurs, et à Levallois. Alors, par contre, c'est pas du tout la même chose, parce qu'on a des villes pauvres d'un côté, où le clientélisme s'enracine parce qu'on est dans une économie de la survie. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un boulot, parce qu'il n'y a pas assez de boulot ou des boulots précaires. On a besoin d'un logement parce qu'on habite encore chez ses parents à 35 ans. On a besoin d'une place en crèche pour pouvoir aller travailler, pour les femmes. Et si vous voulez, le maire dans ces communes-là a tout pouvoir d'une certaine façon et peut être tenté d'abuser de son pouvoir justement en monnayant... Ouais. En monnayant son influence, etc. Des mannes nécessaires. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais si vous voulez, pour moi, à Levallois, on est plus dans une forme de clientélisme de confort, c'est-à-dire les crèches qui ouvrent jusqu'à 20h, etc. Mais voilà, et c'est pour ça que je crois que c'est très différent. C'est encore plus difficile à extirper dans ces villes pauvres. Malheureusement, le clientélisme s'enracine et les hommes politiques ont une responsabilité très, très grande là-dedans. Mais est-ce que vous croyez, Ève, je voudrais revenir par rapport à votre livre, est-ce que ces hommes politiques, puisque vous avez aussi rencontré, etc., ils voient à plus long terme ou ils ne voient que leur réélection? Ils ne pensent qu'à leur réélection et le reste, ils n'en ont rien à faire. Très franchement, où ils voient quand même que, à plus long terme, ça risque de provoquer un certain nombre quand même de dommages à peine collatéraux, beaucoup plus que collatéraux. Ou pas? Moi, ce que je vois, c'est que si vraiment ils avaient le souci de l'intérêt général et justement du long terme, ils feraient pas des alliances, ils se compromettraient pas dans des alliances comme celle-là qui sont immorales. Pour moi, on est dans la mafieuse, on peut employer ce mot. Oui, quasi mafieuse. On est dans un système mafieux. On n'est pas. J'en ai parlé avec Jacques de Saint-Victor, qui est un spécialiste de la mafia, qui a écrit Le pouvoir invisible. On n'a pas encore des organisations. On a en France criminelle. Non, bien sûr. On n'est pas par contre, on a des systèmes etc. mafieux et on est au tout début de la mafiaisation. Mais oui, pour moi, c'est des gens qui veulent le pouvoir à tout prix. Et la fin justifie les moyens. Et je pense qu'il y a, d'une certaine façon, plus de dignité à perdre parfois, à dire, ok, je ferai pas ce qu'il faut, peut-être pour gagner, que vouloir gagner à tout prix. En pactisant, faisant ces pactes scélérats. Et il y a de l'indignité et de l'irresponsabilité. Le pouvoir, ça doit aller avec la responsabilité. Et puis quand même une certaine morale, quand même. Je sais qu'on ne peut plus parler de morale. Exactement, je crois que c'est devenu un mot tabou. C'est mot tabou, la morale, surtout pas, mais enfin quand même. Mais voilà, on en est là. Ouais. Et dites-moi, vous avez eu... Quelles ont été les réactions à votre livre? Déjà, je ne parle pas vous avez eu d'excellentes critiques, etc., et méritées, mais vous avez eu, par exemple, des réactions hostiles, des menaces, de la part des, quand même, Bobigny, Drancy, où vous êtes allé quand même porter votre lanterne, comme on dit.
J'ai eu d'abord de Jean-Christophe Lagarde qui m'a menacé des foudres de la justice et qui s'est répandu sur tous les plateaux en disant que ce livre était un torchon. Il m'a, on peut dire, même insulté. Mais il n'y a pas eu d'action jusqu'ici. Alors, là où on se parle ensemble, je n'ai rien reçu. J'attends de pied ferme, mais je n'ai rien reçu. J'ai eu des tentatives de déstabilisation très fortes de la part de l'équipe à Bobigny, Bartholmé, Lagarde, avec des pressions sur mes témoins, des échanges à moi privés qui ont été divulgués. Bon, j'ai porté plainte, ça s'est calmé parce que c'est la police judiciaire parisienne qui s'est saisie de l'enquête, donc je pense que ça a eu son effet. Mais j'ai eu aussi énormément de retours positifs. D'abord, je dirais que le livre, il s'arrache, y compris en Seine-Saint-Denis, à la Fnac de Rosny, à la librairie d'Aulnay-sous-Bois, là où il y a des librairies. Il n'y en a plus à Bobigny, malheureusement, parce que la mairie UDI a laissé tomber la librairie. Mais ça marche bien. Mais ça marche et les gens le lisent. Et quand ils le lisent, ils se rendent compte que c'est des faits, quoi. C'est une enquête qui est fouillée. C'est pas des accusations débiles, comme a dit Jean-Christophe Lagarde. Merci. Merci Ève Seftel. Je rappelle la référence de votre livre aux révélations très étonnantes. Le maire et les barbares, publié chez Albin Michel. Merci André Percoff, merci aux éditeurs, merci à vous. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Cette interview peut être retrouvée en podcast sur sudradio.fr. La suite de notre journée à l'écoute de Sud Radio. Les clés d'une vie avec Jacques Pessis qui aujourd'hui reçoit Patrick Chenet. Belle journée à vous sur Sud Radio.